Dana Deslandi, bonjour. Bonjour, Cara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Alors, je vais quand même vous présenter un peu et vous allez rajouter si j'oublie des choses. Absolument. Donc, je rappelle que vous êtes la présidente du réseau des femmes d'affaires en finance. L'Association des femmes d'affaires. L'association des femmes d'affaires en finance. Et parallèlement, vous êtes vice-présidente de la Fondation des AVC des maladies du cœur du Canada. Je suis CEO de la Fondation Maladies du cœur et AVC pour Québec. C'est une fondation nationale et moi, je gère Québec. Très bien. Donc, évidemment, avant ça, vous avez occupé des postes importants dans le domaine de la finance. Vous avez été dans les conseils d'administration de plusieurs grands groupes. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que c'est pour vous le mot pouvoir? Parce qu'évidemment, vous l'avez côtoyé, vous le côtoyez encore et vous le faites encore. Je pense que pour moi, le pouvoir, c'est la capacité ou l'opportunité de faire des choix et les décisions. C'est rendu à avoir de pouvoir, c'est d'être capable de choisir dans la vie qu'est-ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, dans le travail, dans la vie familiale, mais juste d'avoir l'opportunité de faire des choix. Ça, c'est Est-ce que du coup, vous le gérez différemment dans votre vie personnelle que professionnelle ou c'est la même attitude que vous avez? Je pense que c'est la même attitude. C'est sûr que dans notre vie familiale, des fois, comme parents, on exerce le pouvoir un peu plus ferme et un peu moins en situation de compromis quand tu as des enfants à lever. Par contre, avec un conjoint ou avec une équipe de travail, le pouvoir, c'est la capacité de faire des décisions mais de faire des décisions avec les gens autour de toi. Et c'est d'avoir des choix aussi. Le pouvoir, c'est d'avoir des choix. Très bien. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Vous l'avez constaté dans votre environnement? Absolument. Si je regarde autour de moi, je pense pour un homme, le pouvoir, c'est la capacité de gérer quelqu'un, d'imposer des fois des décisions ou d'imposer un ordre ou commande ou quelque chose. Donc, pour des femmes, ce que moi, je trouve avec les femmes que moi, je connais, et moi, personnellement, le pouvoir, c'est quelque chose à l'interne. C'est d'avoir atteint un niveau dans ta vie où tu as la confiance de faire le choix. Et je pense que la confiance donne le pouvoir pour une femme. Par contre, pour un homme, c'est plus la capacité de montrer que... De démontrer que tu es la force, tu es le mot final. Oui, c'est ça. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas? Je pense qu'il n'y a personne qui a réalisé que ce soit des carrières d'enfants, qui a réalisé des postes importants ou un cheminement de carrière qui n'a pas fait des sacrifices, que ce soit homme ou femme. Ouais. C'est sûr qu'on parle plus souvent des sacrifices des femmes parce que c'est encore aujourd'hui, dans l'année 2017, que les femmes sont plus occupées avec la famille, les enfants, la maison, tout ça. Et oui, j'ai fait les sacrifices, mais j'en doute pas que les hommes font des sacrifices aussi. Très bien. Si vous aviez un conseil pour une jeune fille qui a envie d'accéder au pouvoir, qu'est-ce que vous lui diriez, ou en tout cas qui souhaite avoir des postes à responsabilité? Oh, j'ai plusieurs. Je pense, je passe beaucoup de temps en conférence avec des jeunes femmes et mentorat et tout ça. Puis je pense que mes conseils sont quasiment toujours la même, que ce soit n'importe quelle niche ils veulent poursuivre pour leur carrière. Et ça, c'est de s'impliquer tôt, développer un réseau, de lever leurs mains. Quand ils veulent quelque chose, il faut qu'on utilise notre voix. Il faut demander ce qu'on veut. Il faut oser, en fait. Pardon? Oser, en fait, c'est ça? C'est ça, il faut oser. Il faut oser parce que si on reste et on attend que quelqu'un d'autre va venir nous chercher, ça n'arrive pas comme ça. Alors, lever la main, oser, réseauter et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? S'impliquer.
S'impliquer dès le début, je dis toujours aux étudiants, s'impliquer dans des comités à l'école, dans les petits conseils, que ce soit à la garderie, que ce soit à une galerie d'art, mais de s'impliquer le plus possible parce que tu ne sais jamais c'est qui autour de toi. Puis l'autre chose, c'est aussi de parler de tes succès. Les femmes ont tendance à ne pas parler de leur succès. De leur succès. Et ça, comment est-ce que ça peut s'expliquer, ça? Parce que... Est-ce que c'est une génétique pour les femmes? C'est une bonne question. Je connais certaines femmes qui sont capables de parler de ça, mais je pense que le problème aussi, c'est comme les femmes qui parlent de leur succès sont pas nécessairement, sont vues comme arrogants ou trop pushy. Oui. Par contre, les hommes, c'est un naturel. C'est ça. Et peut-être un autre conseil que je donnerais aux filles qu'on parle beaucoup ces jours-là, c'est d'être capable d'accepter des échecs, de voir des échecs comme juste une étape dans un processus de succès. Absolument. C'est vrai que ça, on n'en parle pas souvent parce qu'on a toujours l'impression qu'une femme qui a réussi, qu'avant, elle n'avait pas eu d'échecs. Or, oui, oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on apprend aux jeunes aussi. On parle souvent que les petits gars, on forme nos petits garçons que s'ils perdent un jeu de basketball ou un jeu de baseball, ça ne fait rien. Demain, il y a un autre jeu. Mais une fille qui a un échec dans un jeu de sport ou dans un examen, c'est le fin du monde. Puis elle se cache, puis elle est... Ouais. C'est ça, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est tout à fait. Je sais que vous êtes très engagée sur toutes les questions mentoring auprès des jeunes femmes, toutes les questions parité, diversité. Est-ce que vous avez identifié une bonne pratique ou est-ce que pour vous, par exemple, le mentoring, c'est vraiment une très bonne pratique qu'on pourrait élargir à un plus grand nombre pour favoriser justement cette diversité, cette inclusion? Je pense absolument et je pense le mentoring, c'est pas nécessairement... Moi, je fais beaucoup de mentorat pour les femmes, mais c'est pour toute la diversité, pour l'inclusion. Je pense que le mentorat, c'est important. Et le bénéfice du mentoring, c'est un sens de confidentialité et de transparence que tu peux avoir avec quelqu'un qui est ton mentor, qui n'est pas dans ton domaine de travail. Alors, et pas dans ton cercle familial non plus. Non plus. Je pense que probablement le plus arm's length que c'est le mieux, parce qu'on a vu beaucoup de programmes de mentorat, des bons programmes à l'intérieur des organisations, mais il y a toujours cette côté du confidentialité et transparence que tu ne peux pas aller au bout avec. Par contre, les programmes à l'extérieur sont... puis, je pense que c'est essentiel dans la vie d'avoir, que ce soit formel ou informel, d'avoir des coachs ou des mentors avec qui tu peux utiliser comme un sounding board, quelqu'un, tu parlais de le guidance, le support, les opinions. Absolument. Ouais. Est-ce que vous aviez une phrase, une devise, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité, ou le pouvoir ou la féminité? Une phrase, ouais. Moi, je pense à une phrase que j'ai entendue souvent dans ma vie, que j'ai toujours comme poussée, c'est que you can't have it all, tu ne peux pas avoir tout. Et pour moi, c'est pas vrai. Tu peux tout avoir. C'est une question, tu peux pas tout avoir peut-être en même temps. En même temps. Et peut-être aussi, tu ne peux pas avoir tout à 100% en même temps. Alors que tu fais des choix dans la vie, tu fais des sacrifices, on a parlé des sacrifices, mais je suis mère, je suis femme, je suis conjointe, je suis membre des conseils, j'ai plusieurs occupations, puis en plus, je gère une maison, je cuisine, je fais du sport. Du sport, oui. C'est ça. Alors, c'est juste une question d'être organisé, mais c'est une question de vous permettre à vous-même que tu vas pas que tu vas jamais, mais tu vas pas être 100% tout le temps. Oui, tu vas manquer un bout là, tu vas manquer un bout là, mais ça, c'est correct aussi, de vous permettre de ne pas être à 100% tout le temps. Tout à fait, sinon, ça serait difficile sinon, aussi c'est stressant. quand même. Oui, tu vas avoir un burn-out quelque part, je suis presque certaine. Oui. Est-ce que si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle aimeriez-vous être?
Une femme d'État. Je pense que j'aimerais être le président des États-Unis pour une journée, pour peut-être débarrasser de certains problèmes qui sont en train de se faire aux États-Unis. Je sais aussi que vous admirez beaucoup Christine Lagarde. Oui, C'est vraiment... oui. Ça, c'est une femme qui a vraiment réussi à atteindre le sommet dans un monde d'hommes, c'est sûr. Mais plus que ça, je pense, j'ai eu l'honneur ou le plaisir de l'entendre parler en personne à Montréal il y a quelques années. Puis c'est une femme brillante et une femme mais très, très soft, très doux, Très humble. humble. Oui, puis elle part avec une éloquence, une élégance. Et c'est une femme élégante. Puis j'admire beaucoup, beaucoup cette femme. Puis elle est capable de gérer le IMF, puis de donner des directives, mais elle n'a pas besoin de crier et de démontrer son pouvoir à haut niveau pour accomplir ses... C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, que la femme, elle n'a pas besoin de démontrer. Elle est. Pas avec la force. Et voilà. Et ça. ça se fait naturellement. Yep. Oui. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Un jour pour commencer le monde, pour changer le monde, ce serait que de trouver une façon que la diversité soit acceptée par tout le monde. C'est vraiment d'atteindre un point dans notre histoire, notre historique que on ne juge plus les gens par la le différence, visuel. ouais. C'est qu'est-ce qu'on a dedans à offrir. C'est peut-être un peu immature, mais... Non, mais en même temps, c'est un idéal, donc... C'est ça, je pense que c'est un idéal, puis je pense qu'on vit dans un monde aujourd'hui qu'on fait 2 pas en avant en termes de diversité, inclusion, femmes au pouvoir, femmes au CA, femmes ça, puis le lendemain, on recule. On recule. Et on voit dans certains pays, on recule. On recule et c'est très préoccupant. Ouais. Puis même au Canada, si on regarde les statistiques pour, disons, les femmes au CA, Oui. ça bouge, mais depuis un an, on commence à questionner, ça recule, c'est très, très lent. Ça fait 20 ans qu'on parle de ça. C'est Puis, ça. alors, je pense que c'est là qu'on veut aller. Et c'est vrai que d'ailleurs, le Canada, moi j'étais très surprise, est au 43e rang mondial des pays où la parité est vraiment respectée, donc ce qui est quand même incroyable. Je travaille très fort pour ça. Oui, la parité, l'équité salariale. L'équité, oui, c'est incroyable. On est en bas de la liste. Tout à fait. Canada. Oui, c'est ça. Ça ne fonctionne pas, cette constat dans ma tête à moi quand je regarde le Canada comme un pays industriel, puis parmi très avancé au niveau de l'égalité, de l'interculturalité. Exact. Puis... Oui. Puis on peut apprendre beaucoup de certains pays quand on regarde la France, Norvège, l'Allemagne. Il y a beaucoup à apprendre. Beaucoup à apprendre. Bon, ben, très bien, on va travailler ensemble. Oui, absolument. C'est ce qu'il faut faire. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Moi, je suis pas pas être un animal. Non, et je suis pas j'étais pas ni une jeune fille ou une femme qui était entourée par les animaux. Alors, c'est pas une question que je peux répondre vraiment. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir, la féminité, quelque chose qui pour vous est important. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? J'avais apporté un magazine qui s'appelle Première en affaires, dont j'étais sur la couverture de leur édition Finance en 2000, je pense que c'était 2013, quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas à cause du fait que j'étais sur le couvert. C'était à cause du fait que quand tu es sur le couvert, tu fais une interview live. Devant 350 femmes ou 350 personnes, quelque chose. Mais quand l'article était écrit et la photo était prise, j'avais perdu mon job. Alors que c'était un vrai point tournant dans ma vie et j'avais décidé que dans l'interview, je parlais du fait que j'ai perdu ma job. J'étais humiliée, j'étais à terre
et comment j'ai réussi à remonter et comment j'avais décidé, j'avais fait des choix, j'avais choisi le lendemain matin de cette journée que j'ai perdu ma job, de ne pas passer le reste de ma vie fâchée ou amère. Amère, ouais. C'est ça. Et j'ai partagé cette histoire avec toute humilité et c'était la première fois, je pense, dans ma vie que j'ai fait une interview comme ça devant tellement de personnes, mais vraiment transparente. J'ai vraiment ouvert ma cœur à ça. Puis, ça a touché tellement de monde. J'ai reçu des centaines de courriels par la suite, les gens que je ne connaissais pas de tout qui me disent « Mais moi aussi, j'ai vécu ça. Mais moi aussi, j'ai vécu ça. Puis merci pour avoir... » Parce que, comme j'ai dit au début, les femmes ne parlent pas de failure souvent. Ouais. Puis, d'être capable, je pense, de parler de ça entre nous et de dire que, écoute, c'était une mauvaise chose, c'est sûr. J'étais vraiment découragée, tout ça, mais que c'était juste une étape dans un processus. Puis, il n'y a pas une vie qui va comme ça tout le temps. Tout à fait. Et si on n'est pas capable de prendre les ups et les downs, on ne va jamais réussir. Et c'était une vraie période difficile dans ma vie, mais juste le fait de partager ça avec tout le monde m'a soulagée beaucoup. C'était comme, une forme de thérapie, en fait, peut-être. Exactement ça. C'était comme une thérapie, puis je pense que c'était une thérapie pour d'autres aussi. Alors, c'est ça. Alors, c'était un point tournant pour moi. Si une petite fille regarde cette émission et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Dana Deslandi », vous lui diriez quoi? Tu n'as pas besoin d'être moi. Tu as besoin d'être toi. Sois fier de toi, sois fier de tes compétences, puis oser dans la vie. Oser dans la vie, comme j'ai dit avant. Oser lever ta main, puis juste, comme on dit, reach for the stars, puis tu n'as pas à copier quelqu'un d'autre. Sois honnête avec qui tu es et sois confortable dans ton peau. Et tu vas réussir. Tu vas réussir. Très bien. Notre entretien touche à sa fin, mais j'ai quand même une autre petite question. Je viens d'arriver au Canada et tout le monde me parle de l'hiver canadien. Est-ce que vous avez un petit souvenir, quelque chose, une anecdote à me raconter sur l'hiver canadien pour que je partage avec mes compatriotes français pour leur dire qu'est-ce que c'est l'hiver canadien du point de vue de Dana? Qu'est-ce que c'est l'hiver canadien? L'hiver canadien, est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose qui... C'est des bottes, c'est des manteaux, c'est les journées où tu prends ta vie dans tes mains pour marcher sur le trottoir. C'est à être froid tout le temps, c'est ça. Mais c'est aussi, des fois quand il neige et le neige est nouveau et rien à le toucher, c'est la cristal, c'est la plus belle chose que tu vas jamais voir dans ta vie. Et si tu n'as jamais vu un gazon ou une montagne couverte de neige frais qui rayonnent comme des diamants, des brillantes comme ça, c'est magnifique aussi. Alors, c'est pas facile, mais c'est magnifique aussi. Puis, ça nous permet aussi de reprendre en printemps. Parce qu'ici, au Canada, le bénéfice des changements de saison, moi, je trouve toujours comme ça, la vie recommence. Les arbres repoussent, les fleurs reviennent. Alors, c'est d'avoir un rythme dans la vie. Ça nous permet d'avoir un rythme de vie. Très bien. Alors, bon, mais notre entretien touche à sa fin, Dana. Merci en un beaucoup. mot, en une phrase, pour Dana Deslandi, le pouvoir, c'est? Choix. Très bien. Merci beaucoup, Dana. Merci à vous. Merci beaucoup.